Bonjour à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous accueillir ici aujourd'hui. Je me présente, Lionel Bourgeon, directeur conseil sur le marché télécom, médias et jeux. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'assurer aujourd'hui le fil rouge de la présentation. Donc, vous voyez derrière moi l'agenda. On va vous présenter aujourd'hui notre livre blanc sur la transformation digitale. Nous avons conçu cette présentation comme un voyage que l'on espère agréable, dynamique, rythmé, voyage qui nous permettra de traverser toutes les problématiques de votre transformation digitale. Alors pour ce faire, on va accueillir nos experts qui vont nous raconter, qui vont conjuguer leur savoir-faire complémentaire afin de nous guider avec nos convictions fortes sur la façon de mener de tels projets de transformation. Voilà, maintenant que nous sommes prêts pour le décollage, je dirais, on va boucler nos ceintures et je vais accueillir Jean-Claude Lamoureux, directeur de Sopra Steria Consulting et sponsor du livre blanc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce lieu magique. Depuis plusieurs années maintenant, nous accompagnons nos clients dans des projets digitaux. Et le livre blanc qu'on va vous présenter a pour but de vous faire un retour d'expérience et vous faire partager nos convictions sur la façon de gérer la transformation digitale. On a pris volontairement un parti pris d'industriel, c'est un peu le décor que l'on voit ici, et nous voulons vous montrer une vision pragmatique de la transformation digitale. On pourrait vous dire, pour transformer, il faut innover, il faut installer un management 3.0. J'ai choisi de ne pas vous présenter le chapitre concernant l'innovation, on en entend beaucoup parler. Mais on n'est pas obligé d'innover pour transformer. On peut aussi copier nos concurrents, copier les startups à condition d'aller aussi vite qu'elles. On ne va pas attendre non plus d'avoir installé le fameux management 3.0 pour avancer. Notre conviction, c'est que les grandes entreprises, là on parle de vous, des grandes entreprises, c'est qu'elles vont se transformer petit pas par petit pas. Et cette marche vers la transformation, en revanche, il faut qu'elle la fasse rapidement, au moins aussi rapidement que ses concurrents et au moins aussi rapidement que les startups. Le maître mot dans tout ça, ça reste quand même la vitesse. Donc, la transformation, ce n'est pas un facteur clé de succès, c'est un chemin. Et une entreprise, pour entreprendre ce chemin, elle doit traiter 3 sujets. D'abord, il faut qu'elle sache à peu près où elle va, même si c'est compliqué, on y reviendra. Deuxième point, c'est qu'il faut aller très vite pour se transformer. Et le troisième point, c'est en déroulant des projets digitaux que l'on va progressivement et profondément modifier la culture, le management de l'entreprise. Donc, globalement, notre présentation va se dérouler sur ces 4 thèmes. Savoir où on va, donc on va savoir voir comment on développe une stratégie digitale et comment on choisit les technologies à mettre en œuvre. Il faut aller vite, donc on va voir comment la Digital Booster plateforme va vous aider à aller vite. Et enfin, il faut mettre l'homme au cœur de chacun des projets digitaux pour que la transformation se fasse en profondeur, notamment dans les modes de management. À l'issue de cette présentation, nous aurons le témoignage d'une seule consultante qui vous expliquera comment, dans un projet digital, elle met l'homme au cœur du digital. Ok, donc maintenant rentrons dans le vif du sujet et voyons finalement en quoi le digital sert la stratégie d'entreprise. Pour en parler, j'accueille une première série d'experts et Jean-Claude reste avec moi parce que j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur comment définir sa stratégie. Alors, définir une stratégie digitale au milieu d'un environnement qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on ne sait pas quel va être l'impact de l'IA sur nos sociétés. On ne sait pas quels seront les usages demain de la blockchain. Vous ne savez pas quelle start-up va venir s'inviter goulûment sur votre marché. Comment, dans ce cas, conduire l'entreprise? C'est un peu comme conduire une voiture dans le brouillard. Si je fais cette analogie, on va monter dans la voiture. En général, on sait à peu près où on veut aller. On sait où on va aller. L'entreprise, c'est pareil, il faut choisir sa route.
Et ensuite, on va allumer les anti-brouillards, non pas pour aller plus vite, plus loin, mais voir plus loin. Il faut surtout voir sur les côtés. Donc l'entreprise doit mettre en place une veille pour savoir ce que les concurrents font, ce que les startups font, ce que les technologies peuvent leur apporter. Et puis ensuite, dans la conduite, il y a 2 règles. La première, dans la conduite dans le brouillard, c'est de ne pas faire de paris sur le prochain virage. C'est un peu dangereux. Donc en fait, on attend d'être sur le virage et on fait rapidement la manœuvre, on tourne rapidement. Dans une entreprise, c'est pareil. Très compliqué de faire des paris sur l'avenir. En revanche, dès que les choses se cristallisent, il faut exécuter rapidement la manœuvre. Et la deuxième règle, c'est de ne pas forcément suivre celui qui est devant vous. Moi, je conduis beaucoup dans le brouillard et c'est m'arrivé déjà de suivre une voiture et de me retrouver au milieu d'une cour d'une ferme. Dans une entreprise, c'est pareil. Il ne faut pas nécessairement suivre celui qui vous précède et il faut savoir aussi trouver son propre chemin. Donc, je voudrais dire qu'en fait, définir sa stratégie, c'est d'abord faire en sorte d'être très agile et de se mettre en capacité de mener les manœuvres stratégiques très très vite. Alors peut-être que Manuel peut compléter ce propos. Merci Jean-Claude. Bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Gambard de Linière, partenaire conseil assurance et DTO du groupe Soprasteria. Effectivement, c'est la bonne question. En quoi le digital sert la stratégie de l'entreprise et non pas quelle doit être ma stratégie digitale? Parce qu'il n'y a pas plus de stratégie digitale que de stratégie non digitale ou ancestrale, ornithorynque et autres. Parce que quand je suis dirigeant d'une entreprise, mon travail consiste à identifier et libérer les marges de manœuvre qui vont permettre de défendre mes positions, d'en gagner de nouvelles, tout en améliorant au quotidien l'efficacité opérationnelle de mon outil de production. Et ce, en embarquant les hommes et les femmes de l'entreprise. Et cela, que je sois dans l'ère du digital ou pas dans l'ère du digital. Donc en quoi le digital change ses fondamentaux? Eh bien, ça change à peu près rien et ça change à peu près tout. Ça ne change à peu près rien parce que les dirigeants de l'entreprise ont toujours à définir un cap, un horizon vers lequel ils souhaitent emmener l'entreprise. Ça change à peu près tout parce que la déclinaison opérationnelle, les chemins possibles qui vont être empruntés ne sont plus du tout les mêmes. Les collaborateurs ont désormais à leur disposition des outils, de nouveaux outils qui leur permettent de collaborer, partager, innover, inventer des solutions plus que jamais consommatrices de données, plus que jamais consommatrices d'interconnectivité, plus que jamais enrichies d'algorithmies qui permettent la transformation du groupe. Donc, travailler à la création de sa stratégie d'entreprise, c'est définir une stratégie de transformation digitale qui doit s'inspirer des meilleures solutions technologiques et numériques que va vous présenter Stéphane. Je vous remercie. Merci Emmanuel. Donc Stéphane Berger, en charge de l'offre digitale chez Sopra Banking Software. Alors Emmanuel, on a beaucoup discuté en début de projet sur le livre blanc pour identifier ces fameuses technologies, savoir quelles technologies on allait mettre en avant, comment on allait les classer, quelle maturité on allait pouvoir donner, pourquoi présenter une technologie plutôt qu'une autre. Et finalement, on a surtout voulu mettre en avant nos propres convictions. Elles sont alors de 3. Notre première conviction, c'est que peu importe les technologies, ce qu'il faut absolument voir le plus rapidement possible, c'est en quoi une technologie peut amener une valeur d'usage dans mon métier. En quoi une technologie peut transformer un processus métier, en quoi elle peut améliorer un parcours client, en quoi elle peut créer de nouvelles choses, de nouveaux business models, et c'est bien là le Graal du digital. Notre deuxième conviction, c'est qu'au-delà du choix des technologies, ce qui va vraiment primer, c'est la capacité à les déployer. Il va falloir tester, développer, déployer très rapidement possible de nouveaux cas d'usage. Et c'est ce qui va vraiment être fondamental, la vitesse. Et puis, dernière conclusion, à partir du moment où on a cette vitesse, on va avoir un avantage majeur, c'est qu'on va avoir le droit de se tromper.
Et quand on conduit dans le brouillard, on apprécie de pouvoir corriger sa trajectoire au dernier moment et d'avoir la capacité de rebondir et de se tromper. Et c'est vraiment ces 3 caractéristiques majeures qui nous paraissent importantes dans le choix des technologies à l'ère du digital. Merci Lionel. Stéphane. Alors, c'est vrai que quand on parle digital, on tisse aisément le lien avec les technologies. Mais finalement, est-ce que le digital est un sujet de technologie ou d'assemblage? Sans doute un peu des deux. Si on prend l'exemple d'une petite start-up californienne que peut-être certains d'entre vous connaissent, Uber. Uber est connu aujourd'hui, reconnu, mais en rien pour ses prouesses technologiques. Par contre, pour sa capacité à assembler des technologies pour en tirer la meilleure valeur pour le client. Et ça, dans des rythmes et des modalités hyper rapides. Leur capacité à déployer un service Uber dans une nouvelle ville sur un nouveau pays, c'est 48 heures. C'est phénoménal. Du coup, la question qui s'impose à nous, finalement, n'est-elle pas comment faire pour intégrer, pour déployer, pour administrer des technologies dans des organisations qui sont les nôtres, avec la vitesse nécessaire, comme l'évoquait Stéphane. Du coup, pour en parler, je vous propose d'accueillir une nouvelle série d'experts qui va nous éclairer sur ce sujet. Bonjour, Stéphane Diric, directeur de projets digitaux. On a parlé de vitesse, on a parlé de système d'information, système organique. En fait, nous, on a voulu faire la métaphore entre le système d'information. On s'est demandé, le système d'information à l'heure du digital, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir la souplesse et la structure d'un corps humain? Dans les systèmes d'information auparavant, on avait le cerveau. Donc c'est ce qu'on a appelé le system of records. Le cerveau, c'est ce qui va stocker vos processus et vos données de référentiel de l'entreprise. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans les systèmes d'information. Le digital apporte autre chose. Il donne à cet individu qui est le système d'information la capacité d'interagir avec ses utilisateurs au cœur même de l'ensemble de leur vie, de l'ensemble de leurs interactions, au cœur de leurs smartphones qui sont développés et déployés à des milliards d'exemplaires. Donc, ce système d'information, cette sous-partie du système d'information, on l'a appelé le system of engagement. C'est là où vous allez mettre en œuvre vos projets digitaux. Le system of engagement va vous permettre de créer de l'adhésion auprès de vos clients, de les fidéliser, mais également de déployer des nouveaux outils auprès de vos collaborateurs. Les muscles de ce système d'information organique, ça peut être aussi les capteurs. Donc les capteurs qu'on va mettre sur des cycles industriels, les capteurs qui vont vous permettre de faire de la maintenance préventive, les capteurs qui permettent au cœur des usines finalement d'avoir cette information de peindre une voiture en jaune parce que mon client, à l'instant T, vient de commander une voiture jaune sur son smartphone. Donc là, ce sont les muscles de mon système d'information. Mon système d'information doit être structuré également autour d'une colonne vertébrale. C'est ce qu'on va appeler le system of mediation. Le system of mediation va connecter l'ensemble de ces parties du système d'information et va les ouvrir à l'extérieur. On parle de start-up, d'écosystèmes. Les systèmes d'information aujourd'hui sont ouverts vers l'extérieur de manière standardisée et sécurisée, ce qui est extrêmement important. Notre vision, c'est que ce système d'information doit vraiment revêtir ces aspects pour pouvoir être prêt à l'heure du digital à lancer les nouvelles offensives et les nouveaux produits. Je vais appeler Thierry maintenant pour nous parler d'infrastructure. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Moi, je suis Thierry Luc, je suis CTO et directeur de l'innovation dans la partie infrastructure. Là, on va faire un autre type de voyage, c'est qu'on va partir de la cave, qui est la cave dans laquelle on maîtrise bien les infrastructures, vers quelque chose qui est plus conceptuel et qui est le cloud. Donc la réalité de notre business, nous aujourd'hui, des infrastructures, c'est de faire face à des développeurs qui sont très créatifs, qui vont très vite. Je prends quelques exemples. Vous savez sans doute que sur le site marchand d'Amazon, il y a un composant toutes les 11 secondes qui est mis en production. Si je prends des clients plus proches chez nous, comme Canal, reste dans des logiques de mise en production de composants de l'ordre de 3 à 4 releases par semaine. Donc, on est confronté, nous, côté des infrastructures, finalement, à une accélération phénoménale sur laquelle, en fait, les directeurs informatiques doivent se positionner. Alors, cette accélération, elle est
Jusqu'à maintenant, elle était très présente dans les environnements de développement, les environnements de test. Et là, depuis 18 mois, on voit dérouler ça dans les environnements de production. Et la réponse pour ça, finalement, aujourd'hui, c'est clairement le cloud public et la capacité à ouvrir son système d'information vers du cloud public et de gérer à travers des processus de mise en production automatique, en fait, ces cycles et supporter ces cycles de mise à jour. Le corollaire à ça, côté des infrastructures, c'est bien évidemment de garder le contrôle. J'ouvre mon informatique, mon data center vers l'extérieur, il faut que je garde le contrôle. Et pour garder le contrôle, nous, et c'est ce qui est expliqué dans le livre blanc, vous le verrez, on pousse un concept qui s'appelle IT as a Platform, derrière lequel, en fait, on propose à nos clients et on propose une approche vraiment de mise à disposition d'une plateforme IT, derrière laquelle nos clients vont pouvoir exposer des nouveaux composants logiciels, des composants d'infrastructure et piloter cet ensemble-là. Voilà, donc en un mot, sur les infrastructures, ouverture vers le cloud d'un côté, et d'un autre côté, maîtrise et capacité à manager de bout en bout ces infrastructures et les applications qui tournent dessus. Voilà les enjeux autour des infrastructures liées à la transformation digitale. On ne va pas parler de transformation digitale sans aborder la sécurité, donc je passe le micro à Arnaud. Merci Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Arnaud S, le directeur du développement de l'offre cybersécurité chez Sopra Steria. Donc, je vais vous parler de cybersécurité. Pour moi, la cybersécurité, c'était un nice to have il y a quelques temps. C'est clairement un must-have aujourd'hui pour toutes les organisations. Elle doit apporter en fait cette confiance qui va être accélératrice de la transformation digitale. Alors, pourquoi ? Les menaces s'intensifient de jour en jour, la presse en témoigne régulièrement, et leur nature évolue également. On parle de déni de service, de fraude, d'atteinte à l'image, et puis plus récemment, on entend beaucoup parler de chantage avec ces fameux ransomware. Il y a des nouveaux usages aujourd'hui, tels que la mobilité, le cloud, et puis de manière générale, l'interconnexion croissante des systèmes augmente considérablement les surfaces d'attaque de nos clients. Et justement, la cybersécurité doit être là pour offrir ces nouveaux usages aux utilisateurs en toute confiance. Et le mot-clé, c'est vraiment la confiance. Il ne peut pas y avoir de transformation digitale sans confiance et il ne pourra pas y avoir de confiance sans cybersécurité. Donc ça devient un must-have et surtout, ça doit être un must-have qui est avec une prise de conscience au plus haut niveau chez nos clients de l'importance de la cybersécurité. Donc dans ce contexte, on a des convictions fortes qu'on a décrites dans ce livre blanc. Une de ces convictions, c'est de faire en sorte que nos clients fassent appel à des prestataires de sécurité de confiance, notamment pour capitaliser sur des bases d'experts, pour pouvoir avoir du retour d'expérience sur d'autres contextes clients, pour pouvoir être plus intelligent et aller plus loin, je dirais, dans la démarche sécurité. Ces prestataires doivent répondre à deux fondamentaux. Le premier, c'est d'être des opérateurs de confiance, labellisés, notamment par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui permet d'opérer les opérateurs d'importance vitale, ces entreprises françaises dont le fonctionnement est important pour la France, avec un système à l'état de l'art, qualifié, mais surtout en lien avec la réglementation. Je pense notamment à la loi de programmation militaire. Le deuxième fondamental qui est essentiel, c'est que ces prestataires qui accompagnent nos clients doivent se mettre dans une logique de cyber-enabler. La cybersécurité ne doit pas être un frein, mais plutôt un accélérateur à la transformation digitale. Et ça passe notamment par la mise en place d'une démarche qui va être transverse à toute l'entreprise, avec la prise en compte de la sécurité dès la naissance des projets. Donc vous l'aurez compris, la cybersécurité est clairement un incontournable pour la transformation digitale. Elle doit permettre de l'accélérer et non de la freiner. Et j'irai même plus loin, elle doit être aussi un avantage compétitif vis-à-vis du marché pour vous, notamment si vous avez une empreinte digitale forte. Merci Arnaud. Donc, on vient de voir finalement les sujets technologiques qui s'imposent à nous quand on parle de transformation digitale, mais finalement, quid de la place de l'homme dans tout ça, de la genèse jusqu'à l'aboutissement des projets, voire même après. Du coup, dernière série d'experts pour nous éclairer sur le sujet. Bonjour. Effectivement, on vient de parler de stratégie, comment y aller. Ça y est, on l'a choisi. On vient de parler de technologie, c'est bon. Vous êtes tous clairs. Maintenant, il va falloir définir la trajectoire pour y aller. Cette trajectoire, on aimerait bien tous la voir. Cette trajectoire, elle va dépendre de l'ADN de chacune de nos entreprises, elle va dépendre du caractère de nos dirigeants, et puis elle va dépendre aussi de l'activité de nos équipes. Comment est-ce qu'on va y aller? Alors pour ça, on a plusieurs choix, plusieurs trajectoires possibles. On peut avoir le choix du leader charismatique. Attention, tous et à toutes.
Je suis le capitaine Kirk et je vais vous emmener dans une trajectoire digitale. Par l'infini et au-delà, nous allons sur la piste aux étoiles. Par l'infini et au-delà, nous allons dans notre trajectoire digitale. Ça peut être un choix. On a d'autres sociétés qui ont fait des choix bien différents. Par exemple, General Electric. General Electric, eux, sont beaucoup plus dans l'essaimage, dans la conviction auprès de chacun, chacune, auprès de chacune des cellules de l'entreprise, auprès de chacun des cadres. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, progressivement, on a un gros industriel qu'on connaissait pour ses centrales électriques, qu'on connaissait pour ses réacteurs, qui devient un leader du digital. Hops, une chrysalide qui naît et le papillon qui s'envole. Oui, aujourd'hui, si vous avez envie d'avoir un réacteur connecté, que ce soit un réacteur d'avion ou pour produire de l'électricité, eh bien, allez chez GE, c'est eux qui sauront sans doute le mieux le faire. Et puis, c'est la période de Noël. Alors, on peut avoir aussi un dernier choix, se dire, allez, je vais faire mes courses. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais adopter un mec, il y en a plein dans la salle. En plus, un leader de la transformation digitale, il y en a plein autour de nous. Non, mais l'adoption, d'une façon générale, effectivement, prendre des enfants, se dire qu'aujourd'hui, les meilleurs transformateurs, eh ben, souvent, ce sont sur ces trajectoires digitales, sur ce nouveau monde, ce sont nos enfants, nos fils, nos filles, et eux vont pouvoir expliquer à toute l'entreprise quelle est la nouvelle stratégie, les nouvelles manières de faire au sein du digital. Donc, on peut se dire, j'achète une filiale, c'est ce que fait, par exemple, Legrand, en se disant, tiens, je vais acheter un professionnel, en tout cas un vrai spécialiste de l'objet connecté, et j'achète Netatmo, et je me transforme dans l'IoT. Voilà 3 types de trajectoires, voilà 3 façons d'y aller. Maintenant, tout ça, c'est une question effectivement de conviction et de choix, de se dire, pour moi, pour mon entreprise, pour emmener tous les hommes et les femmes qui sont avec nous tous les jours, quelle est la meilleure solution? Et ça, on peut vous aider à le faire, on peut vous aider à le choisir, mais ça, c'est effectivement la façon dont on pourra y aller. Et c'est avant tout aussi, comme on vient de le dire, une histoire d'hommes et de femmes. Et pour ça, il faut les aider à se transformer. Et pour ça, Loïc va vous en parler. Bonjour à tous et à toutes. Loïc Lemoine, en charge des sujets RH et Change au sein du Conseil Banque. Ce qu'on a essayé de montrer, c'est que la transformation digitale sera un échec si elle n'est pas accompagnée de transformation des pratiques de travail et des modes de management. Le premier concerné, c'est donc le manager, qui doit réinventer sa fonction. Avant, le manager, c'était un expert, un contrôleur. Aujourd'hui, on attend de lui que ce soit un leader, qu'il embarque ses équipes, qu'il les engage, qu'il leur donne le sens de ce qu'elles sont en train de construire, qu'il leur fasse confiance pour libérer leur créativité. On n'est plus dans l'injonction, mais dans le donner envie. On n'est plus dans un management qui se base sur la hiérarchie, mais un management qui se base sur la relation. Alors pour ça, le manager, il peut s'appuyer sur une transformation plus globale de l'entreprise qu'il doit d'ailleurs accompagner. Une transformation de culture, où les décisions sont abaissées et prises par les sachants, où il n'y a plus de silos, où il n'y a plus de barrières entre les différentes directions et les différents services. Et où, là où c'est une vraie différence culturelle, on peut se tromper, on a le droit à l'erreur. Le manager, il peut aussi s'appuyer sur des outils. Le stand-up meeting, une réunion quotidienne de 10-15 minutes pour cadencer la journée. Le management visuel, où on affiche les informations clés sur les murs pour partager l'information. Et enfin, des outils collaboratifs en ligne, comme Stample ou Trello, qui permettent de partager l'information même à distance. Au final, ce qu'on attend du manager, c'est qu'il crée et qu'il fasse vivre le cadre permettant de prendre du plaisir au travail et de favoriser l'intelligence collective. Je vais maintenant laisser la parole à Marie-Laure, qui va vous parler de ces transformations dans les métiers. Bonjour à tous, Marie-Laure. Donc moi j'interviens sur l'aspect RH, l'aspect métier. L'impact de la transfo digitale aujourd'hui dans toutes les entreprises, quel que soit le secteur, est considérable. On le voit tous au quotidien. Et le digital s'est invité dans tous les métiers. Donc dans la salle, il y a un certain nombre de CIO, de Chief Digital Officer, de Community Manager, de Data Scientist, etc. On a toute une liste de métiers qu'on voit émerger.
Nous, notre conviction, c'est que ces métiers sont nécessaires, mais ça ne va pas suffire à la transformation digitale. Et on est convaincu que ça ne peut passer que par une acculturation de l'ensemble du corps social. Du coup, le challenge est un petit peu plus ambitieux, même si on le vit tous, tout un chacun, et on le vit aujourd'hui là même présentement. On est physiquement ici, mais on est aussi en même temps avec son téléphone, en train de répondre, en train de faire autre chose. Et cette acculturation, elle dépasse le champ de l'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que pour l'entreprise, sur son périmètre, il y a 3 solutions qui sont assez simples. La première, c'est d'aller chercher des compétences digitales à l'externe, ce qui veut dire qu'on a assisté pour la première fois cette année en France à des campagnes de recrutement, non plus sur des profils métiers, mais sur des compétences. Je recherche des gens qui sont avant tout agiles, c'était le cas dans les GAFA, qui ont ces compétences digitales, quel que soit le métier qu'ils vont occuper au sein de mon entreprise. La deuxième solution, c'est celle de la montée en compétences. Donc, je prends les gens qui sont au sein de mon entreprise et puis j'essaye de les faire, comme on dit, grandir, entre guillemets. Grandir pour le digital. Donc, il y a bien évidemment tous les volets formation, Serious Game, MOOC, etc. Tout en sachant que, pour reboucler avec ce qu'a dit Loïc avant, souvent le plus difficile, c'est les managers et les directeurs qui ne vont pas forcément avoir la même fibre sur les outils. Et il y a une vraie gageure à faire que les managers soient sponsors du digital. La troisième solution, c'est la solution de l'externalisation. C'est la solution d'aller chercher une équipe transformante et de s'adjoindre des compétences digitales pendant un certain temps. Et on va avoir affaire à toutes les positions de coaching qui sont très à la mode en ce moment, où l'idée, c'est bien d'insuffler du digital au sein de l'organisation et au sein des compétences de l'entreprise. Et c'est Olivier qui va vous parler de cette équipe transformante. Merci Marie-Laure. Donc Olivier Gervaise, moi je suis le DTO France et mon métier c'est de créer de l'intelligence artificielle, de l'intelligence collective en créant des équipes transformantes. Et dans le livre blanc, on parle beaucoup de l'équipe transformante et je vais essayer de vous la présenter en répondant à 3 questions. Tout d'abord, comment créer cette équipe transformante, à quoi elle sert, et enfin, comment sélectionner son équipe transformante. Alors, pour créer son équipe transformante, il faut réunir dans une équipe une dizaine de profils différents. Vous en avez vu un certain nombre juste avant moi. Il y en a qui vont s'occuper de la stratégie. Il y en a d'autres qui vont s'occuper de la mise en œuvre de la Digital Booster Platform. Et il y en a certains qui vont accompagner les projets métiers. Une fois que vous avez sélectionné cette équipe, vous allez y injecter un ADN avec des valeurs du digital. Donc dans ces valeurs, il y a la vitesse qui permet d'accélérer les cycles de fabrication. Il y a l'excellence qui permet de mieux servir les clients finaux. Il y a l'ouverture aux autres, aux startups, à votre écosystème. Et bien sûr, il y a le plaisir qui permet de libérer les énergies. Une fois que vous avez l'équipe, vous avez les valeurs, vous allez faire chauffer un peu tout ça. Vous allez, sur un premier projet, mettre cette équipe, la faire travailler en cycle très court, sur du bout en bout, et vous allez créer votre équipe transformante. Voilà, ça c'était le premier point. Maintenant, à quoi elle sert? Cette équipe transformante, elle va permettre d'aider les équipes opérationnelles à se transformer, et peut-être elles aussi à devenir des équipes transformantes. Elles vont permettre de casser les silos, de rapprocher les métiers avec l'IT, de rapprocher les devs avec les ops. Elles vont aussi apporter des nouvelles méthodes de travail, beaucoup plus collectives, avec du co-design, de la co-création et surtout beaucoup d'agilité. Donc maintenant, le dernier point, c'est de dire comment je choisis mon équipe transformante. Et là, il ne faut pas se tromper, le casting initial est très important. Il faut prendre des équipes compétentes, ça c'est normal, expérimentées, qui ont déjà conduit des projets à peu près similaires, mais surtout, il faut une équipe bienveillante. Parce que finalement, la mise en œuvre d'un projet de transformation digitale, c'est une opportunité exceptionnelle de recréer du collectif au sein de l'entreprise, de faire en sorte que les gens retrouvent le plaisir de travailler ensemble. C'est peut-être ça l'objectif ultime de la transformation digitale. Donc pour nous, on est persuadés
qu'il faut utiliser une équipe transformante pour réussir son projet de transformation digitale, pour embarquer l'ensemble de l'entreprise dans la transformation. Et donc, pour nous, l'équipe transformante, c'est vraiment le maillon fort de la transformation. Merci. Merci Olivier, merci. Alors, vous avez vu l'esquisse de ce voyage à travers toutes les thématiques, mais finalement, je vois dans vos yeux que vous vous posez une question, je n'oserais pas dire la question, qui est « Ok, d'accord, mais concrètement, so what ?» Ça veut dire quoi? Concrètement, je préfère vous laisser la parole à Virginie, qui va vous expliquer. Virginie. Bonjour à tous, je m'appelle Virginie Lalanne, je suis consultante en organisation management pour le secteur bancaire et accessoirement membre d'une équipe transformante qui prend beaucoup de plaisir à travailler avec son client, Neuflize BC, donc banque privée française appartenant au groupe néerlandais ABN AMRO, qui dit souvent qu'elle possède la modernité en héritage. Alors en 2016, ils ont décidé d'accélérer un tout petit peu sur la modernité et de lancer le programme digital, ou de relancer un programme digital. Alors moi, je vais essayer d'illustrer un peu tout ce que les experts vous ont dit avant. Ça va? Un peu tout ce que les experts vous ont dit avant, donc notamment sur la stratégie. Comme disait Jean-Claude tout à l'heure, la stratégie, nos clients, Neuflize BC, ils savent où ils veulent aller. Par contre, quand on est arrivé, phase de cadrage dans laquelle on a défini une belle roadmap avec des jalons, des fonctionnalités bien définies. C'était il y a 6 mois, on a revu la roadmap à peu près 10 fois depuis. Et on continue d'avancer comme ça, on est un peu dans le brouillard, mais pourtant on avance. Alors ensuite, sur la plateforme digitale. Tout à l'heure, Stéphane vous parlait du System of Records, qui est un peu l'historique du système d'information de la banque, pour nous en l'occurrence, qui est assez fort, sur lequel Neuflize BC a décidé d'ajouter une couche supérieure du System of Mediation dont parlait Stéphane. Ça s'appelle une API pour les quelques initiés de la salle, qui est une couche sur laquelle qu'on va poser sur le système d'information de Neuflize BC et qui va permettre à la banque de s'ouvrir. Alors de s'ouvrir dans un premier temps au groupe à laquelle elle appartient, à ABN AMRO, qui est capable par sa force et sa taille de mettre à disposition des fonctionnalités très digitales à la banque, et également dans un second temps de s'ouvrir à son écosystème. Alors son écosystème, c'est ce qu'avant les banques considéraient comme des concurrents, les startups qui s'appellent les FinTech, Financial Technologies. J'imagine les banques sont plutôt au courant de ce que c'est dans cette salle. Avant, c'était des concurrents, aujourd'hui, c'est des partenaires. Donc, cette couche of mediation, cette couche d'API, permettra de se connecter à ces partenaires, à ces FinTech, et de créer encore plus de valeur, d'ajouter de la valeur à la valeur de la banque et d'intégrer ces anciens concurrents dans notre chaîne de valeur. Alors ensuite, sur les projets, sur le mode projet. Tout à l'heure, Philippe vous parlait des différents modes projets qu'il y avait. Chez Neuflize BC, ils ont choisi la chrysalide. On essaie d'essaimer le digital partout dans la banque. On s'appuie sur une communauté d'ambassadeurs, qui sont à peu près 150, ce qui représente plus de 10% de la population salariale totale quand même. Alors non seulement ces ambassadeurs, c'est des digital champions, mais on les a aussi choisis parce que c'est des experts, des sachants, dont parlait tout à l'heure Loïc, qui peuvent prendre des décisions. Et donc grâce à un sponsorship très fort, que je salue, on a réussi à abaisser le niveau de décision. Les décisions sont prises directement par les sachants, par les collaborateurs. On a un comité de pilotage assez différent de ce qu'on fait d'habitude. Il n'a pas pour vocation de décider, il a pour vocation d'observer et de recadrer en cas de désalignement total avec la stratégie qui est en bleu sur cette roue. Alors, ce mode projet, il draine des changements importants dans l'organisation, dans les nouveaux modes de travail, avec plus d'autonomie pour les collaborateurs, plus de responsabilités, et puis ça draine aussi un gros travail sur les managers. Tout à l'heure, on le disait, accepter de baisser le pouvoir de décision, de rendre autonome, ça demande un gros travail de lâcher prise pour les managers, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, je pense. Alors tout ça, on le fait en même temps. Projet, stratégie, digital platform. On fait tout en même temps, on avance à vue dans le brouillard, comme disait Jean-Claude, mais pourtant on avance. C'est pas facile tous les jours, mais on va y arriver. Et pour ça, on s'appuie sur les 4 valeurs du digital qui sont derrière moi. Alors l'excellence, c'est facile, c'est dans l'ADN de la banque privée. La vitesse, il n'y a pas le choix. Les clients de la banque attendent des innovations rapides cette année. L'ouverture, j'en parlais tout à l'heure, l'ouverture vers le groupe auquel la banque appartient, l'ouverture vers son écosystème, les FinTech, et puis l'ouverture aux clients. Parce que les clients, ils vont être partie prenante des décisions et du design des nouvelles fonctionnalités digitales.
Et en fait, le plus dur, c'est de réinstaurer le plaisir. Parce que le plaisir, ça a beau être le plus bel allié que vous puissiez avoir pour une transformation digitale, sur la durée, pour faire adhérer vos collaborateurs, c'est là où il y a le plus de travail. Et si j'ai un tout petit conseil à vous donner du haut de mes 26 ans et de mes toutes petites années d'expérience, c'est bien de travailler là-dessus, de prendre du plaisir et surtout de faire que vos collaborateurs en prennent. Parce que ce sera votre meilleur allié pour cette transformation, pour la prochaine et celle d'encore après. Merci. Merci beaucoup Virginie. Merci.